La fille du roi des elfes. Chapitre 5. La sagesse du Parlement des Aulnes. En ces jours de noces, les hommes du royaume vinrent souvent au château apporter des présents et des félicitations. Le soir, à la veillée, ils parlèrent aussi beaucoup des heureux événements qu'ils escomptaient grâce à la sagesse qu'ils avaient jadis montrée en parlant avec le vieux seigneur dans sa longue salle rouge. Il y avait Narl, le forgeron, qui avait été leur chef. Il y avait Guhic, fermier des hautes terres voisines de la vallée, où il possédait des pâturages, qui le premier avait lancé l'idée à la suite d'une conversation avec sa femme. Il y avait Néic, conducteur de chevaux. Il y avait aussi 4 marchands de bœufs, et Hoth, le chasseur de cerfs, et Vlel, le maître laboureur. Eux tous et 3 autres encore étaient allés trouver le seigneur des Aulnes pour lui présenter la requête qui avait mis Albéric sur le chemin de l'aventure. Et maintenant, ils parlaient de tous les bienfaits qui allaient résulter de tout cela. Ils désiraient tous que la vallée des Aulnes soit renommée parmi les hommes, comme, selon eux, elle le méritait. Ils avaient lu des livres d'histoire, étudié des ouvrages traitant de pâturage, mais y avaient rarement découvert la moindre allusion à la vallée qu'ils chérissaient. Aussi Guhic avait-il déclaré un beau jour « Il faut qu'à l'avenir nous soyons gouvernés par un prince magique, qui rendra fameux le nom de notre vallée, et il n'y aura plus personne qui n'ait entendu prononcer le nom des Aulnes. » Ils s'étaient tous réjouis et avaient constitué un parlement de 12 hommes qui s'étaient rendus chez le seigneur des Aulnes. Il advint alors ce que j'ai raconté. Maintenant, assis autour de leur chope de vin doux, ils parlaient de l'avenir du pays des Aulnes, de son rang parmi les autres vallées, de la réputation qu'il allait acquérir dans le monde. Ils se réunissaient pour causer dans la grande forge de Narl, et Narl leur apportait de l'hydromel d'une pièce voisine, tandis que Srel, retenu par ses travaux dans les bois, arrivait plus tard. L'hydromel était fait de miel de tréflier, lourd et sucré. Dans la grande salle tiède, ils causaient un moment des choses quotidiennes de la vallée et des hautes terres, puis ils tournaient leurs pensées vers le futur, et entrevoyaient alors la gloire du pays des Aulnes, comme à travers une brume dorée. L'un louait les bœufs, l'autre les chevaux, un autre la riche terre, et tous attendaient d'un cœur ferme le temps où les autres provinces reconnaîtraient la suprématie entre toutes les vallées de la vallée des Aulnes. Et le temps qui avait amené avec lui s'éveiller les emporta en se retirant, passant sur cette vallée comme sur toutes nos contrées. Et ce fut à nouveau le printemps et la saison des renoncules. Un jour, à la pleine floraison des anémones, il fut annoncé qu'Albéric et Lyrazel venaient d'avoir un fils. Alors le lendemain soir, les habitants de la vallée allumèrent un feu sur la colline. Ils dansèrent autour de lui, burent de l'hydromel et se réjouirent. Tout le jour durant, ils avaient ramassé et traîné des troncs et des branches d'une forêt voisine, et ont pu apercevoir la lueur de leur feu depuis les contrées voisines. Seules les pâles montagnes bleues du royaume enchanté ne réfléchirent point sa lumière, car rien de ce qui vient de chez nous ne peut modifier leur apparence. Pour se reposer des fatigues de la danse, ils s'assirent sur le sol et se mirent à prédire la fortune de la vallée des Aulnes le jour où elle serait gouvernée par le fils d'Albéric, doté par sa mère d'une nature magique. Certains déclarèrent qu'il les emmènerait guerroyer, d'autres qu'il leur enseignerait à mieux labourer. Tous annoncèrent qu'ils pourraient vendre leurs bêtes à meilleur prix. Cette nuit-là, personne ne dormit à force de danser, de prédire un avenir glorieux et de se réjouir de toutes ces prédictions. Ce qui les ravissait plus que tout, c'est que dès lors, le nom du pays des Aulnes allait être connu et respecté de tous. Albéric se mit ensuite en quête d'une gouvernante pour son enfant. Il parcourut toute la vallée, et aussi les hautes terres, mais il n'était guère aisé de trouver celle qui serait digne d'élever l'héritier royal des elfes. Et celles qu'il découvrit furent prises de frayeur en voyant l'étrange lumière, ni terrestre, ni céleste, qui brillait parfois dans les yeux du bébé. De guerre lasse, il gravit par un matin venteux la colline de la sorcière solitaire, qu'il trouva tranquillement assise sur le seuil de sa porte, sans rien à maudire ni à bénir. « Eh bien, dit-elle, ton épée t'a-t-elle apporté la fortune ?»« Qui sait ce qui amène la fortune, répondit Albéric, puisque nous ne connaissons pas la fin. » Il parlait d'un ton las, car il était fatigué par l'âge. Il n'avait jamais su combien d'années de sa vie s'étaient écoulées pendant la journée de son voyage au royaume enchanté. Beaucoup plus, semblait-il, que depuis son retour jusqu'à ce jour. « Ah, dit la sorcière, qui donc connaît la fin, sinon nous-mêmes ?»« Mère sorcière, reprit Albéric, j'ai épousé la fille du roi des elfes. »« Voici un bel avancement, répliqua la sorcière. Mère sorcière, nous avons un enfant. Qui pourra l'élever ? Ce n'est pas l'affaire d'un être humain, dit la sorcière.
Mère sorcière, dit Elvéric, veux-tu descendre dans la vallée des Aulnes pour prendre soin de lui et être sa gouvernante au château? Tu es la seule de nos contrées à savoir quoi que ce soit du royaume enchanté, excepté la princesse, mais elle ne connaît rien aux choses de la terre. » Alors la sorcière répondit: « Je viendrai, pour l'amour du roi. » C'est ainsi que la sorcière descendit de sa colline, chargée d'un baluchon rempli d'objets étranges, et c'est ainsi que l'enfant né au pays des hommes fut élevé par celle qui avait connaissance des chants et des contes du pays de sa mère. Maintes fois penchées toutes deux sur l'enfant, ou plus tard, au cours des longues soirées, elles causèrent ensemble de choses inconnues d'Elvéric. Malgré l'âge de la sorcière, malgré la sagesse accumulée au fil des années et qu'elle avait conservée secrète, c'était elle qui s'instruisait et la princesse Lyrazel qui enseignait lors des conversations qu'elles eurent ensemble. Mais de la terre et du mode de vie terrestre, Lyrazel ne sut jamais rien. Or, la vieille sorcière donna des soins si attentifs, si apaisants à l'enfant, que celui-ci ne pleura jamais tout au long de ses premières années, car elle possédait un charme pour faire briller le soleil matinal, un autre pour égayer la journée, un autre encore pour calmer une toux, un autre enfin pour rendre la nurserie tiède, plaisante et mystérieuse, quand au son de la voix magique, les flammes jaillissaient des bûches enchantées projetées au plafond, les hautes ombres tremblantes et joyeuses des objets familiers. L'enfant fut ainsi élevé par Lyrazel et la sorcière, tout comme le sont ceux dont les mères appartiennent à l'espèce humaine, mais il apprit en outre des chansons et des incantations ignorées des petits d'hommes. La sorcière allait et venait dans la nurserie, munie de sa baguette noire et protégeant l'enfant de ses sortilèges. Si par les nuits de vent les rafales entraient en hurlant et en craquant, elle les calmait d'une parole. Elle connaissait aussi une formule qui faisait du chant de la bouilloire un récit mélodieux des événements mystérieux qui surviennent là-bas, au-delà des brumes. Et l'enfant apprit ainsi à connaître le mystère des vallées lointaines que son regard n'avait jamais contemplé. Le soir venu, elle levait sa baguette d'ébène et, debout devant le feu parmi toutes les ombres, elle les ensorcelait et les faisait danser pour lui, et celles-ci prenaient toutes les formes possibles du bien et du mal, et dansaient pour le plaisir du bébé. De sorte qu'il en vint à connaître non seulement tout ce dont est remplie la terre, les cochons, les arbres, les chameaux, les crocodiles, les loups, les canards, les braves chiens et les paisibles vaches, mais aussi toutes les forces obscures redoutées des hommes, ainsi que leurs espoirs et leurs divinations. Les choses et les êtres réels traversaient le soir les murs de la nurserie, et l'enfant se familiarisa ainsi avec la vie de nos contrées. L'après-midi, quand il faisait bon, la sorcière l'emmenait au village. Tous les chiens aboyaient au passage de sa redoutable silhouette, mais ils n'osaient pas approcher, car derrière elle marchait un page portant la baguette d'ébène. Et les chiens qui savent tant de choses, qui savent jusqu'où un homme est capable de lancer une pierre, ou s'il va oser ou non les battre, les chiens savaient que cette baguette n'était pas ordinaire. Aussi se tenait-il à distance de l'étrange badine noire tenue par la main du page, se contentant de gronder, tandis que les villageois sortaient sur le seuil de leur porte pour voir ce qui se passait. Tous se réjouissaient de constater la nature magique de celle à qui avait été confié le jeune héritier du royaume, car, disait-il, c'est la sorcière Zirondelle. Et ils songeaient qu'elle lui enseignerait les vrais principes de la sorcellerie, et que le temps de son règne venu, surviendrait une magie qui rendrait célèbre toute leur vallée. Aussi ils battaient leurs chiens jusqu'à ce que ceux-ci, l'oreille basse, mais sans rien perdre de leur méfiance, s'en aillent se cacher au fond des maisons. Alors le soir, quand les hommes étaient tous réunis à la forge de Narles, laissant leur demeure silencieuse au clair de lune, où seules les fenêtres de Narles étaient éclairées, quand l'hydromel circulait à la ronde, quand ils parlaient de l'avenir du pays d'Aulne, quand d'autres voix de plus en plus nombreuses se joignaient à la leur pour prédire un avenir glorieux, alors les chiens sortaient sans bruit dans la route poussiéreuse et se mettaient à hurler. Là-haut, dans la nurserie ensoleillée, Lyrazel venait aussi, dispensant autour d'elle un éclat que la sorcière, si instruite fut-elle, n'aurait pu puiser dans aucune formule. Et elle chantait à son fils des chansons que nul ici ne peut nous chanter, car elle les avait apprises de l'autre côté de la frontière du crépuscule, là où le temps n'effleure pas les ménestrels qui les composent, et où les merveilles qu'elle raconte restent parfois ignorées de nos historiens. Alors dans les chaudes journées d'été, quand par les fenêtres ouvertes, les mélodies se répandaient à travers tout le royaume, les hommes s'émerveillaient de leur étrangeté. Mais leur étonnement même ne pouvait égaler celui de la princesse devant certains aspects humains de la nature de l'enfant, et devant les menus gestes purement humains qui les accomplissaient de plus en plus souvent en grandissant.
car la façon de vivre des humains lui restait étrangère. Mais elle éprouvait pour son fils plus d'affection que pour le royaume de son père, pour le temps séculaire de son étincelante jeunesse ou pour le palais de légende. En ce temps-là, Albéric acquit la certitude que jamais elle ne parviendrait à se familiariser avec les choses de la terre, que jamais elle ne comprendrait les habitants de la vallée, ou ne lirait sans rire les livres sérieux, ou ne se soucierait des façons terrestres, et que, telle une créature des bois, que Srel aurait capturée et qu'il garderait en cage à la maison, jamais elle ne se ferait à la vie au château des Aulnes. Il avait eu l'espoir de la voir apprendre ce qui lui était étranger, de façon que les petites différences entre la vie de nos contrées et celle du royaume enchanté cessent de la troubler. Mais il finit par s'apercevoir que ce qui lui était étranger le resterait toujours, et que l'expérience de notre temps, si bref, ne pouvait guère changer un esprit et une imagination forgée par les habitudes séculaires d'une vie où la notion d'âge n'existe pas. Toute la distance qui sépare la terre du royaume enchanté séparait Albéric de Lyrazel, et l'amour qui joint des pôles plus éloignés encore était le seul pont entre eux. Mais quand parfois Albéric faisait halte et du haut du pont doré laissait son regard descendre au fond de l'abîme qui s'ouvrait sous lui, il était pris de vertige. Tout son être frissonnait. Comment tout cela finirait-il? Et il craignait que la fin ne soit plus étrange encore que le début. Quant à elle, elle ne voyait pas qu'il manquât quoi que ce soit à ses connaissances. Sa beauté ne suffisait-elle pas? Son amant n'était-il pas venu enfin jusqu'aux pelouses éclatantes qui entourent le palais légendaire pour la sauver de son destin solitaire et de ce calme perpétuel? Avait-elle besoin de comprendre le comportement bizarre des gens? Devait-elle renoncer à danser sur la route, à parler aux chèvres, à rire aux enterrements et à chanter au milieu de la nuit? Pourquoi? À quoi la joie servirait-elle s'il fallait la cacher? Fallait-il que dans l'étrange pays où elle était venue, tout enjouement se transformât en morne langueur? Mais un jour, elle avait remarqué que l'une des femmes de la vallée semblait moins jolie que l'année précédente. Le changement était infime, mais le regard vif de Lyrazel l'avait noté infailliblement. Elle s'était rendue en pleurs auprès d'Albéric pour implorer son réconfort, car elle craignait que le temps qui passe dans nos contrées n'eût le pouvoir d'altérer sa beauté, que les siècles interminables du royaume enchanté n'avaient jamais osé atténuer. Et Albéric lui avait répondu qu'on ne pouvait empêcher le cours du temps, et que tous les hommes le savaient bien. Aussi, à quoi bon se plaindre?